on est devenu la société peut-être qui a pris une longueur d'avance dans le domaine de la gestion déléguée des infrastructures sportives. Donc qu'est-ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on s'occupe de tout. Le bâtisseur, il bâtit, et nous, on s'occupe de l'infrastructure complètement, c'est-à-dire on s'occupe du recrutement des coachs, on s'occupe du programme que va exécuter le coach, on s'occupe de l'individu qui va s'entraîner avec son suivi, c'est ce que je faisais avant, avec les équipes nationales et ainsi de suite, et on s'occupe aussi de tout l'environnement de la pratique, à savoir le côté médical. Donc le côté médical, je l'avais vu avec les joueurs Younes, Hichem et Kerim. Pourquoi? Parce qu'il a fallu les suivre avec des kinés et savoir exactement c'est quoi les blessures qu'ils peuvent avoir, comment on peut anticiper, comment rendre un joueur vraiment prêt pour le jour J. Il ne faut pas qu'il soit prêt pour le J+1 ou J-1, c'est pas intéressant, il va avoir quelques points, mais il ne va pas avoir autant de points qu'être prêt pour le jour J. Et donc, on s'occupe aussi de tout ce qui est sécurité, nettoyage, et aussi de tout ce qui est HSE, maintenance des équipements, que ce soit pour le fitness ou le gazon synthétique, et ainsi de suite. Donc voilà, on a créé quelque chose de nouveau au niveau de notre activité et qui est venu pour donner une dynamique impressionnante. Pendant 3 ou 4 ans, cette activité a pris plus de 70% de notre chiffre d'affaires et c'était quelque chose de très très important. Maintenant, l'équilibre se fait entre cette activité et l'activité commerciale traditionnelle, normale, mais je pense que la formation est un élément très important parce que pendant la formation, il y a cet esprit qu'on peut inculquer aux étudiants, leur montrer qu'ils peuvent être salariés, mais cette période doit être une période de transition, de formation, d'attente. Il y a certainement beaucoup de problèmes sur le plan financier, sur le plan du choix, de l'engagement qu'on pourrait avoir, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que la peur est un élément qui freine, qui ne laisse pas s'exprimer tout le monde. Et un autre élément, je ne voudrais pas être trop long, un autre élément qui pour moi paraît très important. Je pense que personne d'entre nous ne réalise quelque chose s'il n'a pas rêvé. Et rêver dans la vie est un élément indispensable. Si vous rêvez d'avoir un appartement, vous allez le voir pendant longtemps et vous allez attendre 10 ans, 15 ans, tu rigoles, c'est ancien. On va attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans et on va retrouver cette image qu'on s'était donnée ou bien on va se rapprocher de cette image. Et ça, c'est un élément important parce que rêver, c'est la dynamique, c'est l'énergie, c'est la concentration personnelle avec soi-même pour pouvoir atteindre. Donc, il faut rêver, il ne faut pas limiter le rêve, avec vous-même rêver, avec votre famille rêver. Si vous avez des enfants, moi j'ai des enfants et je leur demande de rêver. Il faut qu'ils rêvent. Pour vivre, il faut rêver. Pour réaliser, il faut rêver. Pour être entrepreneur, il faut rêver et voir réaliser un petit peu son rêve. Voilà un petit peu. Je ne voudrais pas être trop long. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole. L'expérience un petit peu que j'ai eue avec mon entreprise et la chose la plus intéressante aujourd'hui, c'est que quand je pars pour travailler le matin, j'y vais avec un plaisir impressionnant. C'est comme si je rentrais sur un terrain de tennis et j'avais un autre défi, j'avais un autre joueur que je devrais gagner. Voilà, merci. Merci Monsieur Issassi pour ce partage.
partage d'expérience et ce feedback professionnel qui nous a permis un peu de comprendre qu'il faut être courageux et se remettre en question et puis surtout rêver pour réussir en tant qu'entrepreneur. Donc maintenant, je cède la parole à Mohamed Abroun, PDG de Comimage, agence de conseil et communication et à la fois ex-dirigeant du football national. À vous la parole. Merci. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens tout d'abord à remercier l'Association marocaine de la gouvernance et management du sport pour l'organisation de l'événement. Je remercie aussi M. le doyen, M. le président, le professeur, à l'accueil chaleureux. Et je remercie aussi les intervenants qui عطاهم وقتهم وجاوا باش يحضروا اليوم. Je remercie aussi الحضور الكريم لان شفت بان الناس انتريسي وكيتبعوا لا كونفيرونس بواحد الشغف وهادشي جميل. Je tiens tout d'abord à féliciter aussi, je félicite les étudiants de master pour leur choix, parce que le choix qu'ils ont fait, بصح مرات كنسمعوا حنا عندنا دي ديبلوم عندنا هذاك ما لاقيينش خدمه ولا ما لاقيينش فين انفيستيو ولكن لي ستوديون اللي حنا معاهم اليوم ils ont choisi un domaine اللي هو اون ديفلوبمون في المغرب وكيداروا فيه دي انفستيسمون كبار باش يزيد يتطور وهذا شيء جميل ان الاختيار يكون غادي في نفس التطور اللي غادي فيه يا اما سوق الشغل او لا السوق اللي غيسمح لك انك تستثمر. تحدثوا الاخوان على لونتربرونيا في الدومين سبورتيف وانا عندي دو كاسكيت، عندي لا كاسكيت ديال لونتربرونور وعندي لا كاسكيت ديال لو ديريجون اكس ديريجون في الفوتبول ناسيونال في la fédération en tant que vice-président de GNFE, le groupement national de football d'élite, ou en même temps président délégué de Maghreb Tétouani depuis 2005. Merci. Merci. Donc, Monsieur le professeur, تحدث على واحد القضية مهمة بزاف واللي كيما أتجري هي القضية ديال علاش لي ستوديون ديالنا ديما كيفكروا انهم يكونوا دي سالاري ما كيفكروش انهم يكونوا دي زونتربرونور. ولكن عاود خصنا نشوفوا لونفيرونمون واش كيشجع على لونتربرونوريا، واش لونفيرونمون في البلاد ديالنا من جميع النواحي كيساهم اولا كيساعد لي جون انهم يخلقوا مقاولات. هنا كيبقى السؤال، فعلا الظروف الان اللي كنعيشوها اليوم هي ظروف مغايره عما سبق، لان قبل كان صعيب انك تستثمر، دابا كاين سهوله في التواصل، كاين الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلقات مجالات جديده اللي يمكن الانسان يستثمر فيها. ونعطيكم امثله، انا مثلا ملي قربت من دومين السبور بان لي بزاف الامور يمكن الانسان يستثمر فيها. خلقت شركات اللي غاده في نفس التوجه العمل اللي كنشتغل فيه، ونعطيكم امثله. خلقت شركه لتنظيم التظاهرات الرياضيه الكبرى، une société d'événementiel qui est spécialisée dans le domaine de sport, et j'ai organisé de grands événements, j'ai organisé des matchs avec des équipes internationales, avec des équipes marocaines. اللي غيشوف هادشي غادي يقول هادشي ça demande des moyens. لا ça demande pas des moyens، خص غير ليدي تكون عندك اون ايدي اللي سبقتي عليها، سبقتي الاخرين ليها، و اون ايدي اللي يمكن لك تكون عندها دي روتومبي من بعد، اون ايدي اللي يمكن لها تجيب لك دي روتومبي ولا ارباح يمكن من خلالها تحقق امور اخرى وتنظم تظاهرات اكبر. انا بديت بان ماتش عادي ما بين مثلا المغرب تطواني اون ايكيب اسبانيول دو دوزيام ديفيزيون. لو ماتش قبل ما تانفيستي فيه، نعطيكم دي زيكزامبل اللي غادي نقدروا نشوفوا نقيسوهم. قبل ما تجي ليكيب كنت ديجا جي كونتاكتي دي سبونسور كي مون افونسي لو بودجي اللي غادي يسبونسوريزيو به ليفينمون،
وبهذاك لو بيدجي جبت ليكيب خلصت لو ديبلاسمون ديالي يافي با دو كاشي بيان سور بور ليكيب جبت هذيك ليكيب خلصت لهم لوطيل ديالهم وربحنا اون طونكو سوسيتي في الفونت دو بيتري وفي لي زوتر سبونسور اللي خلصونا مور ليفينمون وبهذاك لو بيدجي خلقنا دوطخ ايفينمون دونك ما يبقاش الواحد يحط قدامه واحد الوقت يقول انا ما عنديش لو بيدجي دونك جو بو با اونتربروندر راه ليدي هي اهم من البيدجي واهم من اي حاجه يمكن اذا بديتي بليدي وقدرتي توفر لها الظروف ديالها من بعد يمكن لك دير ان افور باش تجيب لو بيدجي ابار هادشي اشتغلت ايضا خلقت شركه ديال الملابس الرياضيه l'équipement sportif la première marque marocaine ديال l'équipement sportif spécial foot ومن الفوت دوز سبور اللي سميتها كينغ سبور كانوا كيلبسوها الفرق ديال لا بروميير ديفيزيون وبيان سور هنا ما نغفلوش الجانب ديال العلاقات لان ملي كيكون عندك علاقات ايضا كيمكن لك انك تسوق المنتوج ديالك بسهوله وما كاينش غير لو سبور دو كومبيتيسيون حنا ملي كنهضروا على السبور كنقولوا يا اما الرياضه المحترفه ولا الرياضه ديال الكومبيتيسيون كاين ايضا سبور دو لوازير الواحد كيتريني راسو ولا كيمشي يمارس الرياضه راسو حتى هذا دومين يمكن له يكون فيه استثمار مهم مع اصدقاء خلقنا une autre marque pour les sports de loisirs pour les entraînements donc c'est une marque de vêtements de sport سميتها لايز اتليتكس الحمد لله الان من بين الماركات اللي خالقه مكانه ديالها في السوق واللي الان غتبدا تسوق الانترناسيونال وجاونا دي دوموند من دول اخرى انهم يتم التسويق ديالها والاعتماد ديالهم كموزعين ديال الماركه هذه في دول اخرى دونك هذه الماركه هذه بدات بان بيدجي دو 20 درهم بدات ودابا il réalise un chiffre d'affaires فايت 5 مليون درهم في العام ليكزارسيس ديالها وبدات ب 20 درهم دونك انا كنأكد على الاخوان اللي باغيين واللي عندهم غرض انهم يستثمروا لان ما يمكنناش نفرضوا على لي زيتيديون اليوم لانهم كيقراو في الدومين ديال الماناجمنت سبورتيف انهم يكونوا دي زونتربرونور لا سي ان شوا افير كاين الواحد اللي غادي يبغي ياخذ لو ريسك ويدخل الدومين ديال لونتربرونوريا كاين الواحد اللي باغي يدخل الدومين ديال لونتربرونوريا ولكن غيتدرج غادي يقول انا جو في كومونسي طونك سالاريي نجمع شويه ديال نقاد حياتي ونجمع شويه ديال الفلوس وابخي انفيستو كاين اللي غادي يبغي يستمر في حياته سالاري من حقه ما يمكنش شي واحد اللي ما كيشوفش راسو اونتربرونور وما مامنش براسو اون طونك اونتربرونور تفرض عليه انه يمشي في هذا لانه ما غينجحش كاين انسان اللي كيلقى راحته اون طونك سالاري عارف بالله هو كيقدم واحد الخدمات عدد الساعات كيشغلو مرتاح في حياته كيتسنى داك لو سالير ديالو عنده مقسم كيفاش كيصرفو مرتاح باغي يعيش هكاك دونك اللي باغي يعيش هكا يمكن له يستمر يعني ماشي مفروض على اي واحد انه يكون اونتربرونور كاين بنادم خصو يعيش عادي من حقه وكاين اللي عنده طموح وعنده كما قال الاخ يمكن يكون كيحلم وهذاك ممكن ان هنا نونكادريوه نساعدوه نعاونوه بليزيدي ونعاونوه بالتأطير باش يمكن له يوصل ولكن ماشي زعما غير بغيت نوضح الفكره انه ماشي ضروري لانك قريتي ولا عندك ماستر في واحد الدومين راه بزز عليك خصك اذا كنتي مرتاح انك صراغير يمكن لك تستمر صراغير دونك الدومين دو سبور في المغرب الان كيعرف واحد ديفلوبمون كبير لكن كاين دي زوبستاكل هذا البروفيسور على لي زوبستاكل كاين دي زوبستاكل اللي هما ماجور زعما صراحه ولكن او ميم طون كاينه اراده ديال الدوله ولي زوبستاكل جايين من الحكومه لان الحكومه جوج الحكومات المتعاقبه الاخيرتين ما هضروش على السبور وما هضروش على الديفلوبمون السبور وما بينوش اراده حقيقيه لتطوير الرياضه في هذا البلاد مؤخرا وزير الشباب والرياضه في البرلمان سولو برلماني قال له شنو درتو بالنسبه لبناء الملاعب الكبرى والتحضير لتظاهر ترشيح المغرب للتظاهرات الكبرى جاوب واحد سؤال غريب جدا قال له ملي كيتطرح بناء ملعب
الدولة كتتجه للأولوية اللي هي بناء السدود. ما فهمناش يعني العلاقة ما بين بناء السدود وبناء الملعب، واش لي بيجي ديال الملاعب كيمشي للسدود. المهم واحد أنا كندعيكم تدخلوا اليوتيوب وعملوا وزير الشباب والرياضة وملعب تطوان، سولوا على ملعب تطوان. وأنا من تطوان وكنا كسكان مدينة تطوان ونكون متابعين للمجال الرياضي كنحلموا أن احنا نشوفوا ذاك الملعب كيتبنى. جاوبوا قال له بأن الأولوية الآن هي الدار البيضاء اللي فيها جوج الفرق ما كيلقاوش فين يلعبوا، والملاعب الأخرى يمكن لا تجي من بعد ملي توفر لها البيدجي. وحنا كنقولوا بأن رجع لقضية السدود الدولة ملي كيكون عندها أولوية. الوغ كو ملعب تطوان تصدرت له ميزانية شنو صاحب الجلالة، وحنا باقيين كنهضروا كوزير الشباب والرياضة كيهضر على الشروط اللي يمكن اللي خصها توفر. الوغ مدشن يعني بروجي مدشن وهو رجع الله باقي كيهضر على الشروط كأن هذا المشروع هذا عاد كنفكروا نديروه. دونك هنا كتبان بلنا الحكومة للأسف بعيدة نوعا ما على الطريق اللي غاديين فيها لي فيدراسيون، اللي غاديين فيها الناس اللي كتشارك كتساهم في الرياضه، المسيرين ديال الرياضه اللي باغيين يديروا ان ديفلوبمون في لو دومين. ولكن كما قلت كاينه اراده من الدوله ومن صاحب الجلاله ان الرياضه تطور. اليوم كنتحدثوا على لونتربرونيا دونك كنتحدثوا اوتوماتيكمون على الدومين بريفي، ونكونوا على يقين ان الشركات اللي كتشتغل في المجال الرياضي كتحقق ارباح مهمه جدا. وان كان كتسمعوا ديما المشاكل حق الانديه ما عندهاش دي بيدجي، حق الانديه اونديتي، حق الانديه عندها مشاكل مع اللاعبين، ولكن كاين دي دومين اللي يمكن الواحد يحقق فيهم ارباح. خص غير الاختيار يكون صائب خص يكون دي زيدي انوفاتريس، شي حاجه اللي جديده. فكروا وحاولوا ما امكن تانسبيرو من الشيء اللي كيتعمل على برا ونادابتوه على لو مارشي ماروكان ونشتغلوا. من بعد ان شاء الله ربي ملي نفتحوا الديبا غادي نهضروا على التجربه كمسير رياضي، لان كمسير رياضي الحمد لله الاغلبيه كيعرفوا بلا حققنا واحد الطفره نوعيه في فريق المغرب التطواني، من فريق عادي، فريق اللي كان كيصارع انه يلعب القسم الوطني الاول لسنه او سنتين، عاود ينزل للقسم الوطني الثاني، رجع من اكبر الفرق واقوى الفرق المغربيه، حقق بطولات، لعب كاس افريقيا وحصل على المرتبه الخامسه افريقيا، لعب كاس العالم للانديه. هذا العام طبعا ما جاش بالصدفه، جاب واحد استراتيجيه عمل ممنهجه اكاديميه une stratégie bien tracée des objectifs à moyen et long terme. اشتغلنا على 5 ديال لي زاكس اللي هما مهمين. اشتغلنا على لا ستركتور اورغانيزاسيونيل دو كلوب اللي من خلالها جبنا اوتور، وهذا الشيء علاش غادي نهضر. جبنا اوتور اللي ديبلومي كان ديك الساعه ليسكا اللي دايره اون فورماسيون في الماناجمنت سبورتيف. جبنا اوتور متخرجين من معاهد عليا في الدومين سبورتيف اللي صاحبوا معنا هذا التطور اللي قمنا به. هذه بالنسبه لا ستركتور اورغانيزاسيونيل. في لو دوزيام فولي اشتغلنا على لا تريزوري و ديفلوبمون ماركتينغ دو كلوب و ليماج دو كلوب باش بور دي سبونسور ونجيبوا دي سبونسور و ديفلوبو pour améliorer le budget des clubs et avoir des revenus جداد اللي يمكننا بهم نحققوا لي فولي اللي جايين. الفولي الثالث اشتغلنا على لا فورماسيون. كون جو دي فورماسيون، فورماسيون دي كادر، فورماسيون ديال لي تكنيسيان اي فورماسيون دي جوار. خلقنا مركز تكوين سونتر دو فورماسيون اللي الان كيتعتبر من احسن لي سونتر دو فورماسيون في المغرب. درنا لا بروميير اكسبيريونس في المغرب ديال سبور ايتود اللي كان الدراري كنديروا اون بروسبكسيون في المغرب كامل، وكنجيبوا الدراري يسكنوا عندنا ونوغي لوجي وعاد عندهم التمدرس ديالهم. قدرنا نخرجوا دي جوار اللي كيلعبوا في لي زيكيب ناسيونال بحيث ان
هذه سنتين كان جميع الفئات العمريه ديال المنتخبات الوطنيه كره القدم كاين لاعبين ديال المغرب التطواني فيها. هذا لو ترويزيام فولي دو فورماسيون. الكاتريام فولي بيان سور هادشي ماشي مرتب، ماشي بالترتيب، لان هادشي كامل كان في اون سول استراتيجي، هو لو ديفلوبمون دانفراستركتور دو كلوب. عاودنا الملعب لان تطوان كان عندها فقط ملعب ديال صنية الرمل، عاودنا الملعب، بنينا قريه رياضيه بالمساهمه عده مؤسسات، وهنا كيبقى الدور ديال المسير انه يمشي يطرق الابواب ويجيب دي بودجي باش يقدر. وصلنا لو سونتر دو فورماسيون مع لا سيتي سبورتيف، وصلنا لبودجي ديال 13 مليار 130 مليون ديال الدرهم اللي جمعناها باش قدرنا نبنيو هذا السونتر. اي لو سانكيام فولي هو ديفلوبي لو ريلاسيونيل ديال لو كلوب، لو ريلاسيون كو سوا افيك لي زيكيب لوكال، بحيث ان درنا اتفاقيه شراكه مع انديه محليه اللي بقاو يجيبوا منها لاعبين اللي بارزين. درنا ايضا على الصعيد الوطني دي ريلاسيون مع لي زيكيب او نيفو ناسيونال، الوداد، الجيش الملكي، ودرنا دي ريلاسيون مع دي زيكيب انترناسيونال، بحيث ان حنا واحد ليكيب اللي كانت كتلعب لا ليغا في ايام الاستعمار رجعنا لذاك التاريخ ديالنا. اون سيني ان بارتناريا افيك لاتليتيكو دو مدريد، ان جوملاج اللي استفدنا منه واحد الشيء كثير، لا على مستوى التكوين الاداري، على مستوى تكوين اللاعبين، وبيان سور كاين لي ريلاسيون انستيتيسيونيل مع الادارات ومع الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه، مع وزاره الشباب والرياضه، مع وزاره التجهيز، اللي هذا الشيء هذا سمح لنا ان حنا نبنيو ذاك القريه الرياضيه اللي تحدثت عليها عما قبل. هادشي تزوج. انا علاش عطيتكم هاد لي 5 فولي هكا باش تشوفوا، باش تعرفوا بان اي عمل عقلاني ممنهج مبني على استراتيجيه راه ديما كيكون فركتوال، ديما كيعطي لو ريزولتا ديالو. وشفتوا بان حتى واحد ما كاين كيحلم. حنا فزنا باول بطوله في 2012، في 2010 ولا في 2009 ولا قبل شويه كنتي تهضر مع اي واحد تقول له المغرب التطواني غيفوز بالبطوله يقول لك كتحلم. ولكن واحد العمل اللي عطى النتاج ديالو، ملي كيكون عمل ممنهج ضروري كيعطي النتاج ديالو. وطبعا سولوني قبيله الاخوان قالوا لي علاش المغرب التطواني طايحه هاد الايامات، لان كتعرفوا كنقولوا صعيب انك توصل للقمه، ولكن الاصعب هو انك تحافظ على تبقى تما في القمه. الان حنا خرجنا من المغرب التطواني، الناس اللي جاوا من مورانا يمكن ما عندهمش واحد خطه عمل اللي يمكن يبداو من الزيرو حتى هما ويدفوا. حنا خلينا لهم جميع المقومات انهم ينجحوا، نتمنوا لهم ينجحوا. غير هو لو سبور ماشي سيونس اكزاكت، ماشي سيونس اكزاكت غدير 1 زائد 1 كتساوي 2. انت كتشتغل كتقرب فقط من النتيجه، وكتلقى النتيجه راه فيها لا شونس، فيها بزاف الامور. دونك ولكن غالبا ملي كتخدم اورغانيزي وكتخدم بين استراتيجيه بيان تراسي افيك دي زوبجيكتيف كتوصل لي زوبجيكتيف ديالكم. شكرا لكم، نتمنى نكون نطولش عليكم، وباقي ان شاء الله في الديبان. Merci Monsieur Abraham pour votre intervention. Je me rappelle que vous avez dit que l'entrepreneuriat restait un choix individuel de par la formation académique, vu un peu la difficulté du domaine sportif, et puis il faut surtout être innovant pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et puis là, je cède la parole à Adil Sariri. J'espère que j'écorche pas son nom. Non, ça ira. Je suis habitué. Donc, qui est responsable d'Afrique Métal Plast. Donc, je vous en prie. Tout d'abord, merci pour votre accueil, Monsieur Le Doyen, Monsieur Guézira. Je salue mes homologues également, Monsieur Rissassi, que je connais bien, Monsieur Abloun, et vous en face de moi. Alors, c'est un nouvel exercice pour moi parce que j'étais dans les bancs de l'amphithéâtre il y a même pas 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, je me retrouve au Maroc. Moi, je vais plutôt vous parler de mon expérience déjà académique, parce que ce qu'ont dit les homologues rejoint un peu mon parcours. Alors, j'ai suivi une scolarité en France, dans une école de commerce à La Rochelle, et l'idée c'était pas d'étudier en France, c'était de partir à l'international. Donc j'ai fait une année aux États-Unis, 6 mois en Angleterre,
où j'ai vu la différence entre la vision francophone et anglophone. Et l'idée, c'était d'acquérir des compétences personnelles et professionnelles. Le savoir-faire est très important, mais le savoir-être l'est également. Et je pense que les homologues ici pourront le confirmer. Et donc, à la suite de mes études en France, on m'a proposé un poste au Maroc, un pays que je connaissais pour mes parents, mais que je pensais connaître. Et c'est en venant ici que j'ai vraiment appris et connu le Maroc. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a énormément d'opportunités au Maroc, mais pas qu'au Maroc. Donc c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Et vraiment, moi ça fait 1 an et demi que je suis là, et depuis que je suis au Maroc, j'ai plus trop envie de rentrer en France. Alors aujourd'hui, je suis responsable Afrique de la société Métalluplast. Juste pour vous présenter un peu la société, Métalluplast est un fabricant d'équipements sportifs. Leader de la fabrication sportive en France, terrain multisport, équipements sportifs, voilà, but de football, basket, handball, tennis. On exporte nos produits dans 27 pays dans le monde. Donc, je suis chargé de la zone Afrique et voilà, je me déplace souvent au Maroc, Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Égypte. Et on a d'autres projets sur d'autres pays et on voit qu'il y a une très très forte demande d'équipements sportifs sur tous les pays. Et on remarque une chose, c'est que le Maroc est très très avancé. Au Maroc, il y a des personnes qui ont des compétences très fortes en termes de technicité sur les infrastructures sportives, comme la société qui est ici, Sport Performance, avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est surtout le cadre où on est. Avant tout, je suis ici pour l'opportunité de travail, mais aussi pour le cadre. Et on sent qu'il y a une opportunité, qu'il y a des choses à faire et qu'il y a un avenir. Quand je suis arrivé ici, je me suis donné des objectifs, parce que je pense qu'il faut se donner des objectifs à court, moyen et long terme. Voilà, développer, quand je suis arrivé, l'idée c'était de développer le marché au Maroc, puis développer la partie Maghreb, ensuite la partie Afrique. On s'est allé très très vite, puisqu'en même pas 1 an, on a triplé le chiffre d'affaires sur la zone, et tout de suite on a commencé à aller sur de nombreux pays. Aujourd'hui je me retrouve ici pour parler de mon expérience, mais aussi de mon travail, qui est pour moi un travail aussi d'entrepreneur, parce que je suis tout seul sur le Maroc, donc j'ai mon bureau à Casablanca, et j'ai mon agenda que je remplis moi-même. Donc s'il faut partir à l'étranger, je prends mon sac et mes catalogues et j'y vais, et j'ai un travail vraiment de commercial et de suivi technique, surtout sur les produits. Moi, ce que je pense de ma toute jeune expérience, et aussi de mon âge, donc je fais partie de la génération Y, je suis né après les années 1990, comme je disais, c'est surtout un savoir-faire, mais surtout un savoir-être. Les qualités personnelles comptent beaucoup. Persévérance, débrouillard, patience. Je pense qu'il faut être un leader. Un leader, et je pense que moi depuis la naissance je suis, grâce notamment au sport. J'ai beaucoup joué au football étant petit, et moi mon rêve, M. Rissassi tout à l'heure parlait de rêve, moi j'avais un rêve plus jeune, c'était d'être sur les terrains. Et aujourd'hui je suis sur les terrains, parce que je participe en tout cas au terrain de football. Par exemple, pour vous citer un exemple concret, aujourd'hui on est en train de faire le complexe, le centre national de football de Marmora, qui sera le futur grand centre pour la sélection marocaine, qui est magnifique. Et quand on va visiter ces chantiers, on était acteur de ce chantier, on est content, on est heureux, parce qu'on se dit voilà, on avait une idée en tête, un rêve, d'être sur les terrains. Bon, le rêve c'était d'y jouer, mais on est quand même sur les terrains de football. on est acteur. Voilà, donc moi je pense qu'il faut pas perdre de vue ses rêves et ses objectifs, mais essayer d'aller de l'avant chaque jour. Et voilà,
c'est un challenge avant tout, hein. C'est un challenge avant tout, et surtout sortez de votre zone de confort. Moi je trouve que la stabilité, pour moi j'aime pas du tout la stabilité. Rester chez moi en France, dans le sud de la France, pourtant c'est un très beau cadre, on s'y plaît bien, la vie est facile, mais voilà, je préfère le monde instable et découvrir l'inconnu, aller vers les zones où il y a des opportunités et on apprendra davantage. Et je pense qu'on aura une belle histoire à raconter plus tard. Voici les éléments de mon parcours. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Sareri, qui nous a transmis dans son intervention sa vision positive. Et pour récapituler ce que vous avez dit, il faut persévérer, sortir de sa zone de confort et rester en phase avec ses objectifs. Et puis tout de suite, on revient vers le professeur Mohamed Boukela pour une dernière intervention au sujet de l'entrepreneuriat dans le domaine sportif avant de passer au débat. Merci beaucoup. Alors, nous, on a réfléchi à une question principale. Peut-on développer des programmes d'entrepreneuriat dans les écoles, à l'université et surtout dans les écoles d'ingénieurs dans lesquelles on a travaillé. Alors, on avait beaucoup de problèmes, c'est-à-dire comment, pour nous, d'abord confectionner un programme sur l'entrepreneuriat, et est-ce que ce programme allait donner des résultats. Donc nous avons réfléchi longtemps, il faut le reconnaître. Le produit est là, c'est un travail que j'ai réalisé, j'ai dirigé. Il y a d'autres travaux, mais moi j'estime que c'est un travail qu'on a réalisé dans les écoles d'ingénieurs. La question est très simple. Et est-ce que ce programme-là, lorsqu'on va le confectionner, va donner des résultats? Alors, on était contraint à élaborer une méthodologie de recherche pour pouvoir arriver à des résultats. Alors, la méthodologie est la suivante. Nous avons d'abord constaté que dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas de programme d'entrepreneuriat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, que les programmes des écoles d'ingénieurs sont beaucoup plus orientés technicité que compétences transversales. Ça, c'est le deuxième constat. Troisième constat, est-ce que si on pose la question aux élèves ingénieurs, c'est-à-dire sur l'intention de devenir entrepreneur ou pas, c'était pour nous la question de départ. Donc on a réfléchi sur la méthodologie, on s'était dit on va travailler sur une méthode, travailler la méthode sur une année. D'abord, tester l'intention d'entrepreneuriat avant la formation, puis tester l'intention de l'entrepreneuriat après la formation, et tester cette même intention d'entrepreneuriat une année après, pour voir quel serait le degré d'ancrage de l'intention de devenir entrepreneur une fois l'ingénieur quitte l'école. Voilà le protocole sur lequel nous avons travaillé. Alors, on était surpris. On était surpris parce que, d'abord, tous les ingénieurs, tous les élèves ingénieurs ne comptaient pas ouvrir, je dirais, des organisations propres. C'est-à-dire l'auto-emploi n'était pas présent. Ça, c'est pour nous, c'est-à-dire à 100%, aucun élève ingénieur n'avait l'intention de devenir entrepreneur.
Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il y avait des intentions de devenir entrepreneur pour à peu près 20 à 25%, mais après 5 ans ou après 10 ans de salariat. C'est-à-dire, et là, les élèves ingénieurs expliquaient ça par le manque d'expérience, par le manque de réseau, l'absence ou l'insuffisance d'informations. Ils ne connaissaient pas ce que faisait le gouvernement ou l'État en général dans ce domaine-là. Et donc, c'est-à-dire, on est passé de 100% sur les 5 à 10 ans. Personne n'avait l'intention de devenir entrepreneur. 70 à 75% après 5 et 10 ans. Très bien. Alors, nous avons conçu un programme. Et un programme, je dirais, on s'est inspiré des modèles anglo-saxons pour savoir un petit peu quelles sont les compétences à développer pour créer cette intention de devenir entrepreneur. Donc, on a fait des enquêtes. D'abord, on a fait un benchmark avec l'Angleterre, avec les États-Unis, même avec l'Égypte aussi, pour savoir, c'est un pays arabe, proche un petit peu de nous. Et on a confectionné un programme. Et un programme, je dirais, tout simplement, je vais vous donner rapidement les éléments de ce programme-là. Alors, il y avait 5 éléments essentiels. D'abord, il fallait expliquer aux élèves ingénieurs le savoir pourquoi entreprendre. Donc, le savoir pourquoi entreprendre, on a ramené, je dirais, des hommes de terrain pour leur parler pendant plus de 15 heures de leur expérience. Donc, c'est-à-dire quelles sont les attitudes, quels sont les comportements, les représentations des entrepreneurs. Aussi les motivations des personnes. Hein, ce qu'on a fait aujourd'hui, et on l'avait fait d'une manière formalisée. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le savoir quoi. C'est-à-dire ce qu'il faut faire pour créer une entreprise. Alors, les informations nécessaires pour passer d'un référentiel d'ingénieur, d'élève ingénieur, à un référentiel d'entrepreneur. Quelles sont les informations à connaître au niveau du pays? Est-ce que l'État donne de l'accompagnement ou pas, etc. Et là encore, nous avons fait venir des gens pour leur donner une formation à ce niveau-là, surtout beaucoup plus des gens du ministère des Finances, du commerce et de l'industrie, etc. Troisième point, c'est le savoir comment, c'est-à-dire la déclinaison de ces informations dans la réalité. Est-ce qu'il y a un financement? Il n'y a pas de financement? Combien l'État peut financer? Quel serait l'apport personnel de la personne? Là, on a fait venir des banquiers pour leur expliquer le champ. Et puis, quatrième élément, c'est-à-dire le savoir qui. Alors, ce savoir qui, c'est-à-dire les personnes et les réseaux utiles pour pouvoir s'infiltrer, s'implanter, etc. Ça, c'était le quatrième point. Et le cinquième point, c'est-à-dire le timing. Y a-t-il un bon moment pour pouvoir se lancer dans l'entreprise? Alors là aussi, on a fait appel à des banquiers d'études de conjoncture économique pour voir un petit peu le timing. Voilà le protocole. Et ils ont suivi une formation de presque 3 mois. Et après 3 mois, on a laissé passer, c'est-à-dire décompter tout ce savoir qu'ils ont
ingurgité et on a refait l'enquête une deuxième fois. C'est-à-dire, avant la formation, voilà ce qu'on avait comme résultat. Après la formation, 10 jours après la formation, on a fait passer, je dirais, un questionnaire pour savoir est-ce qu'il y a eu un ancrage, est-ce que l'information a eu un impact sur les élèves ingénieurs ou pas. Et à notre grande surprise, je vais vous donner le chiffre exact, si vous le permettez. 65% des élèves ingénieurs ont changé d'avis et ont développé une intention de créer leur propre entreprise. En d'autres termes, peut-on enseigner l'entrepreneuriat et changer de comportement? Oui, le résultat est là. C'est-à-dire, les gens qui veulent un petit peu connaître les résultats en détail de ce travail de recherche, qui a duré presque 5 ans, il y a d'autres travaux à côté. Et en tout cas, à notre grande surprise, 65% des élèves ingénieurs après la formation ont développé cette intention de devenir... alors on s'était dit peut-être que ils étaient emportés un petit peu par cette formation, par cette chaleur de la formation, etc. Et on s'était dit, est-ce que, après une année, c'est-à-dire, c'est pas une année, mais le protocole a duré une année, je dirais après 8 mois ou 7 mois, on a reposé les mêmes questions pour savoir s'ils ont gardé cette intention de créer leur propre entreprise. Durant cette période, ils sont partis en stage. Les élèves ingénieurs. Ils sont partis en stage, et ils sont revenus. Et ils ont passé leur diplôme de fin d'année, c'est-à-dire la soutenance. On a posé la question et on a trouvé que certaines personnes qui ont avancé, qu'ils avaient l'intention de... se sont retirées, et d'autres personnes qui n'avaient pas l'intention, c'est-à-dire parmi les 35%, ont basculé vers le camp des gens qui voulaient devenir des entrepreneurs. En d'autres termes, la formation est là, elle a joué son rôle, mais l'expérience sur le terrain de stage a changé pour certains négativement la chose et pour d'autres positivement la chose. En d'autres termes, on a maintenu à peu près le même score, c'est-à-dire les 65% qui ont eu la même intention, après le stage, c'est devenu 67%. Alors, résultat de tout ça, c'est que l'État, le gouvernement, les responsables ont cette responsabilité de former, de consacrer dans les écoles d'ingénieurs, là je parle des écoles d'ingénieurs, je vais parler d'autres expériences rapidement, et ont cette responsabilité et nous pouvons confectionner des programmes. Bien sûr, le programme qu'on a confectionné, c'était à la va-vite, rapidement. Mais si on prend le temps, on peut confectionner un programme de l'entrepreneuriat. Alors, on s'était posé quelles sont les résistances, quels étaient les éléments de résistance de ces élèves ingénieurs pour devenir des entrepreneurs ou pour développer l'intention de devenir entrepreneurs. D'abord, la désinformation et la non-information. C'est-à-dire que les élèves ingénieurs n'avaient aucune idée sur comment s'y prendre et quelles sont les compétences nécessaires pour devenir entrepreneur. Deuxième, je dirais, niveau de résistance, c'est que
il y avait un ancrage négatif comme quoi l'État ne peut rien apporter. Au contraire, l'État casse, enfin, l'État, les responsables, je dirais, politiques, cassent les entrepreneurs. Et donc, pour eux, ils ne veulent pas se casser la tête pour aller dans ce sens. Le salariat, comme l'a dit Seabron, pour eux, était une zone de confort. Et point, c'est tout. Hein, on ne va pas se casser la tête avec ces responsables. Troisième élément de résistance, et c'est là, c'est l'absence de compétences transversales. C'est-à-dire capacité de communiquer, intelligence sociale, d'accord, la capacité de rentrer en contact, c'est-à-dire il y avait une certaine timidité, et surtout la relation enseignant-enseigné. C'est-à-dire que les enseignants prennent des attitudes négatives et sont très distants par rapport à l'étudiant. Et par conséquent, des formules qui ont été utilisées par les élèves ingénieurs, comme quoi que l'enseignant est dans sa tour d'ivoire, que l'enseignant se prend pour qui, qu'on ne peut pas avoir un rendez-vous avec l'enseignant. Déjà, il y a un départ négatif quelque part, et par conséquent, lorsqu'on a donné une formation, hein, nous avons obtenu des résultats positifs. Conclusion, et là je pourrais... ces gens manquaient de motivation, on a essayé de transférer la motivation à travers les compétences, à travers les connaissances, à travers l'information. Ça, c'est le premier élément. On a essayé de développer les compétences transversales, et ça, c'est un élément fondamental, à travers des exercices, des activités, etc. Et on a travaillé, je dirais, sur l'information et l'état, je dirais, du marché. Ce qui nous manque ici, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, pour encourager les jeunes entrepreneurs